Alors je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que je me connais, je risque d'être un peu trop bavarde. Je vais commencer à faire un petit point sur la région. On en est sur les questions d'éducation parce que c'est quand même important, hein, c'est une des compétences très très importantes de la région. Donc je pense qu'il faut aborder cette question-là par ce biais-là et puis après faire un point un petit peu sur ce qui se prépare aujourd'hui autour des réformes, que ce soit du lycée ou du lycée pro, avec la réforme du bac pro, et bien sûr en liant tout cela à ce qui a déjà été mis en œuvre par le gouvernement, le pouvoir Macron, c'est-à-dire aussi Parcoursup. Parce que parfois ça paraît compliqué, technique, etc., mais en réalité, bien sûr, ces réformes sont une réforme idéologique, et elles ont pour objectif de casser un peu plus le service public d'éducation. Alors moi, je suis présidente de la commission éducation-jeunesse au conseil régional, ce qui me permet par ailleurs d'avoir des contacts privilégiés avec, parce que je le souhaite aussi, hein, tous ceux qui comptent dans un établissement scolaire, hein, c'est-à-dire les représentants de personnel enseignant, les représentants des personnels ARL, les agents régionaux de lycée, qui sont quand même des fonctionnaires territoriaux, avec la FCPE. Je suis aussi membre du CAVL. Alors ça donne une image un peu peut-être déformée de ce que sont les lycéens, mais c'est bien aussi de voir quelles sont les problématiques que soulignent les lycéens. Donc j'essaie d'être très présente, ou en tout cas présente dans toutes ces instances, en particulier dans les conseils d'administration des établissements scolaires. Mais j'essaie aussi de mener des bagarres sur nos principes et nos valeurs que nous pouvons défendre, que ce soit dans le livret que j'ai vu sur les tables, mais aussi dans nos campagnes politiques, par exemple. Alors, un des premiers combats que nous avons menés, que bon, j'ai mené dans le sens où j'en ai été le fer de lance, hein, mais j'ai eu aussi du soutien de mes camarades de l'AFI, mais aussi une partie des camarades du groupe Nouveau Monde en Commun alors, ça a été de nous battre sur la gratuité des manuels scolaires et des premiers équipements des lycéens qu'on a obtenus. Je vous passe tous les détails, mais on a quand même bagarré pendant 11 mois pour faire comprendre que la gratuité, c'était pas de l'assistanat, c'était un droit quand on parlait de service public. Parce qu'on perd quand même des choses et des valeurs dans ce pays. Hein. Vous savez que l'idéologie libérale, elle a progresser, elle est à l'offensive, et donc il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. L'éducation, c'est un besoin qui est fondamental. Le droit de s'éduquer, c'est un droit fondamental, et donc nous, on estimait qu'il était légitime que la région fournisse ce qu'il fallait pour travailler à ces jeunes, et que, en plus de ça, les familles puissent faire aussi des économies sur des manuels, par exemple, qui sont très chers hein, à l'achat, et qui sont très chers et qui étaient très chers du côté Midi-Pyrénées parce qu'il y avait peu d'aide, hein, puisque la gratuité existait à Languedoc-Roussillon. Bon, on s'est bagarré là-dessus, hein, encore une fois au nom des besoins sociaux et au nom du service public d'éducation. On a quand même gagné. Cette victoire, elle est à mettre à notre actif. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais celle-là, elle est à mettre à notre actif. Le deuxième sujet qui nous paraît important, c'est qu'au sein des établissements, il y a des agents qui sont fonctionnaires, qui sont des agents des lycées. Et donc on estime que ce qu'on dit souvent à la majorité menée par le Parti socialiste, c'est que quand on se dit de gauche, on doit mener des politiques qui se voient qu'elles sont de gauche. Et qu'on voit bien qu'effectivement, bon, c'est pas toujours le cas, vous n'allez pas être surpris si je vous le dis. Donc on se bat aussi pour qu'il y ait évidemment une défense, hein, pour nous inconditionnelle, des droits des salariés. Et troisième élément, on se bat pour la laïcité. Et donc on se bat aussi, et je racontais un aparté, on a quand même gagné aussi un certain nombre on a marqué des points, on n'a pas gagné, hein, on a marqué des points parce qu'on est loin encore d'avoir gagné, sur le fait que pour nous, l'argent public va au service public, et il n'a pas financé l'enseignement privé. Or, vous savez ou pas que la loi oblige la région à verser une dotation de fonctionnement de ces lycées privés sous contrat avec l'État. Par contre, elle n'oblige en rien à verser de l'argent pour l'investissement. Or, la région Occitanie, ce n'est pas la seule. Hein. C'est toutes les régions en France, et c'est encore une des régions qui en donne le moins au privé. Mais elle donne quand même. Elle donne. Bon. Autour de, jusqu'à présent, 8 millions d'euros d'investissement aux lycées privés sous contrat, sachant que ces lycées accueillent dans notre région 20% des effectifs lycéens. Nous, on s'est bagarré là-dessus. Alors, la première fois que moi j'ai porté cette bagarre, hein, cette bataille, de manière tout à fait, à mon avis, pédagogique, c'est pas de la déformation professionnelle, c'est que j'essaie de convaincre. Alors, face à moi, j'avais la droite et l'extrême droite. Donc, je n'ai pas essayé de les convaincre à eux, mais j'essaie de faire comprendre au Parti socialiste que c'était les renoncements dont ils avaient fait preuve depuis X années qui faisaient qu'aujourd'hui, il y avait toujours plus d'arrogance et de demandes et d'exigences de la part du privé.
Donc ça a été la première fois le choc frontal, mais on a tenu bon, et y compris dans notre combat, on a des élus socialistes qui ont dit qu'on avait raison, voilà, que quelque part ça n'allait pas. Alors on est en train de réduire le montant de l'investissement, tout en respectant la loi et donc en augmentant les dotations en fonctionnement, ce qui est obligatoire en principe. Bon, pour nous c'est assez insatisfaisant quand même, parce qu'on garde encore jusqu'à la fin de la mandature, c'est ce qui est programmé, donc nous on votera contre. Des subventions pour l'investissement. Parce que comme c'est pas légal, c'est pas obligatoire, pardon, il n'y a pas d'obligation légale, on estime que c'est pas à nous de le faire. Et si ces établissements veulent des subventions, ils ont une solution, ils rentrent dans le giron du service public et on n'en parle plus. Mais là, pour le moment, nous, on n'est pas d'accord, on le réaffirme. Et malgré tout, cette bagarre-là, comme on l'amène quand même depuis le début, elle est aussi comprise, voilà, par une partie des élus socialistes. Voilà, bon. Le courage étant ce qu'il est, on n'en est pas encore à pouvoir gagner sur cette question-là, mais c'est un vrai sujet, je vais y revenir après sur les réformes, parce que ces lycées privés, à part là où il n'y a pas de lycée public, parce que c'est ça aussi le vrai scandale, vous prenez le Nord-Aveyron et vous prenez le nord-est de la Lozère, Langogne, là, vous n'avez pas de lycée public. Les enfants sont obligés dans le privé, ce qui est honteux. Pour moi, c'est un abandon de la République, de fait, puisqu'il n'y a pas la vocation ou la volonté de construire des lycées publics. Mais au-delà de ça, le privé, et par aussi de fait le positionnement géographique de ces lycées, souvent dans les villes, dans les grandes villes, c'est la volonté de multiplier, de garder l'entre-soi social. Voilà, c'est vraiment... on a là quelque chose qui ne va pas, qui est une vraie réalité, qui n'est pas niée d'ailleurs par le secrétaire national de l'enseignement catholique, qui dit oui, c'est vrai, mais c'est comme ça, historiquement, ces lycées dans les centres-villes. Donc ils accueillent un certain nombre d'élèves dont les familles sont plutôt aisées, quoi, voilà. Bon, nous, on se bat donc là-dessus. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que ça a bien sûr à voir avec les réformes qui nous arrivent sur le coin de la figure, en sachant que, bien sûr, la région n'a pas de compétences en matière pédagogique, ne décide pas, heureusement, parce que sinon elle ferait, je vous assure, beaucoup de bêtises, elle en dit déjà beaucoup parfois. Mais par ailleurs, nous on estime, et on va essayer de faire en sorte, il faut qu'on réfléchisse à la prochaine assemblée plénière y compris, comment on doit inviter ce débat dans la collectivité. Parce que ça va avoir des incidences, bien évidemment, sur les politiques régionales. Par exemple, sur ce qui va être fourni comme matériel, comme type de matériel. J'y reviendrai dans le débat si vous voulez. Alors, sur les réformes, ces deux réformes, celle du lycée et du bac pro, ce sont deux réformes qui sont le deuxième étage de la fusée après Parcoursup. Voilà. Je pense qu'il faut bien partir de là. Parcoursup, c'est absolument pas un système pour améliorer l'orientation des élèves, parce que la procédure antérieure, qui s'appelait admission post-bac, APB, ne fonctionnait pas. Le vrai problème et les difficultés pour intégrer dans le supérieur les élèves qui arrivent bacheliers, le vrai sujet de départ, c'est le manque de moyens à l'université. Voilà. Par ailleurs, avant de partir du pouvoir, alors je me rappelle même plus le nom, c'est des noms qu'il vaut mieux oublier, mais le ministre ou la ministre chargée de l'enseignement supérieur a reconnu, sous Hollande, la dernière, là, a reconnu qu'en fait, il n'avait pas anticipé le boom des naissances des années 2000. C'est pour vous dire un petit peu, quand on a la prétention de gouverner, ce que ça veut dire. Donc ça fait que, il y a donc ce premier élément-là. Il faut comprendre que depuis des années maintenant, depuis la loi LRU, etc., l'université souffre, l'université est mise en concurrence, l'université publique, évidemment, se voit privée de plus en plus de moyens pour pouvoir fonctionner, donc forcément accueillir de nouveaux étudiants et de nouvelles générations d'étudiants. Ça, c'est évident. Ça, c'est la première chose. Bon. La deuxième chose, quand même, sur Parcoursup, c'est qu'elle remet en question l'accès au supérieur avec le baccalauréat. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ce que ça signifiait déjà l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a commencé les périodes et les démarches à ce moment-là, je me suis dit, c'est fou, quoi. En 86, tu avais 18 ans, tu te battais contre la loi de Vaquet, contre la sélection à l'université, et là, par une démarche, mine de rien, soi-disant technique, pour une meilleure orientation, on a mis en place une vraie sélection pour empêcher les jeunes d'accéder à l'université. Je dis bien à l'université, je vais revenir sur les autres
les autres organismes qui accueillent les étudiants dans le supérieur. Mais déjà, il y a ça. Ce qui est le comble du comble. Hein, quand vous pensez, quand vous êtes sur les lycées, bon, peut-être que certains savent de quoi je parle, mais quand on voit comment les choses se sont faites, il faut dire quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Le stress, l'angoisse qu'ont ressenti les jeunes gens. Je me rappelle juste avant le 24 mai, le jour des premiers résultats, où il y avait quand même des centaines de milliers qui étaient sur le carreau, qui n'avaient pas de réponse pour le moment satisfaisante. C'est assez terrible à voir. Là, on maltraite quand même, on martyrise notre jeunesse. Hein. On lui fait quand même les pires sales coups. On n'a pas vécu ça, nous. On avait le bac, on allait à la fac. Voilà, on avait le droit d'aller à la fac. Là, c'est plus le cas. Bon, sans compter que les moyens aussi, je parle bien au public, sont insuffisants dans d'autres structures qui accueillent aussi les bacheliers. Je pense par exemple aux voies proposées par les BTS, je vais revenir, les IUT, mais les BTS en particulier, parce que c'est une voie qui est souvent choisie par des jeunes gens qui ont passé un bac techno ou un bac pro. Or, ce qu'on voit dans l'Académie de Toulouse, je suis membre aussi du CAEN, Comité académique de l'éducation nationale, qui se réunit peu parce que la rectrice avant et la rectrice maintenant a tendance à pas trop le réunir. Il faut dire que ça ne se passe pas toujours très très bien pour elle, parce qu'il y a des organisations syndicales, il y a les parents d'élèves, et que ces problèmes que j'aborde là sont posés aussi. Bon. Et donc, ces BTS publics sont un nombre insuffisant, en capacité d'accueil évidemment insuffisante, ce qui fait qu'on ne peut pas accueillir tous les élèves, qu'on sélectionne donc énormément, et que donc le recours, c'est le privé, quand vous en avez les moyens. Hein, parce que beaucoup de bacheliers, notamment de bac pro, quand ils ne sont pas pris en BTS public, c'est ce qui s'est produit cette année avec Parcoursup, eh bien, n'ont eu aucune orientation possible. Et ils n'ont pas, pour certains, non plus intégré une école privée parce que les parents n'ont pas les moyens de payer un BTS qui peut coûter jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par an, voire plus. C'est assez scandaleux parce que c'est très, très onéreux. Donc, on a en plus une logique là qui est une logique de classe, où ce sont les enfants issus des classes populaires qui sont déjà les plus affectés, les plus touchés par le dispositif Parcoursup. Les choses vont s'accélérer avec la réforme du lycée et la réforme du bac pro. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il y a une logique idéologique derrière. Il y a une volonté comptable, hein, faire des économies. Macron l'a annoncé, il veut supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, soit en ne renouvelant pas les postes lors des départs en retraite, soit en encourageant les gens à quitter la fonction publique, vous avez vu ce qu'il propose, soit en supprimant des postes, soit même aujourd'hui en disant on va remplacer par des contractuels. Bon, derrière, c'est l'idée de la casse du statut. Alors, c'est pas une défense absolue, c'est pas le problème. On défend le statut de fonctionnaire, mais on sait pourquoi on le fait. C'est pas une histoire de caste, hein. C'est une histoire aujourd'hui de défense du service public et de ce que ça signifie d'être fonctionnaire, de servir un service public qui s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est ça la réalité du propos. C'est pas la défense des fonctionnaires privilégiés comme on l'entend parfois. Enfin, je dirais parfois, voire trop souvent dans nos médias. Donc, la réforme des lycées, elle va en plus par le procédé qui est mis en place, où on doit choisir dès la seconde des modules, je dirais, hein, avec 3 modules en première et plus que 2 en terminale. Elle va mettre déjà la pression sur les familles et les élèves très très tôt, ce qui est une absurdité, parce que des jeunes publics comme ça, on le sait en plus, quel est le jeune à 15 ans qui sait exactement ce qu'il va... Vous imaginez, il faut que la stratégie, ça soit de dire je vais prendre tel et tel et tel module, je garderai sans doute tel et tel module en terminale. Comme ça, c'est la bonne stratégie pour intégrer peut-être telle école, telle université, ou tel IUT ou tel BTS. On rentre dans quelque chose qui est absolument affolant, qui est indigne, je vous dis encore une fois, du point de vue de l'humain, ce que vont devoir supporter ces jeunes. Mais il y a une idée derrière, et bien évidemment, puisqu'il faut aboutir par le parcours à l'université, ou en tout cas à l'enseignement supérieur, il y a une logique donc déjà de mise en concurrence des établissements. Mais à l'intérieur des établissements, de mise en concurrence des disciplines. Je peux vous dire que ça se prend le bec dans mon lycée, sur, en gros, on est un lycée sciences physiques, non, il faut quand même qu'on garde surtout ces spécialités-là. En gros, le sport et l'art va passer au second plan, ça c'est pas très important, et dans d'autres, c'est d'autres disciplines. Hein. Donc on se retrouve dans une logique de concurrence et pas d'égalité. Bon, et ça, je crois que maintenant,
par le biais des organisations syndicales. Les professeurs commencent à le comprendre. C'est vraiment le deuxième étage, je disais, de la fusée. Ça correspond complètement à la logique Parcoursup, ça la poursuit. Donc on va avoir concurrence entre établissements. En fonction de ce que vous allez obtenir comme spécialité, vous allez voir les orientations, vous allez avoir des lycées en fonction en plus de là où ils se situent, qui vont être relégués, d'autres qui seront plus prisés. Donc c'est une logique de concurrence qui n'a rien à voir, je vous dis, avec le principe de service public et d'égalité. Avec une logique par ailleurs qui remet en question effectivement le rôle des enseignants là-dedans. On se demande même à quoi on va pouvoir servir si la logique c'est des stratégies individuelles pour pouvoir accéder au supérieur. Ça, c'est une vraie question de fond. Deuxième élément, la réforme des bacs pro. Alors, elle poursuit une réforme qui a déjà été mise en place par la droite en 2008. D'ailleurs, certaines organisations syndicales, pas toutes, majoritairement dans le secteur, avaient demandé, quand la gauche, je mets des guillemets, est revenue au pouvoir, quand François Hollande a gagné les élections en 2012, de revenir sur cette réforme qui était une mauvaise réforme, parce que déjà elle sélectionnait et elle mettait en difficulté les élèves. Or, vous savez, dans les lycées professionnels, vous avez une partie du public qui est en difficulté scolaire pour plein de raisons objectives, qui sont liées aux inégalités socioculturelles qui existent. Je reviendrai, parce que l'école n'est pas parfaite, loin de là. Elle est complètement en révolution, mais pas avec les réformes qu'on veut nous imposer. Des élèves donc en difficulté, des élèves qui sont orientés souvent par défaut, mais qui sont quand même protégés comme les autres lycéens parce qu'ils sont sous statut scolaire et qui donc ont les mêmes droits que les autres, y compris de passer un bac et d'accéder au supérieur. Là, déjà la réforme, je disais antérieure, je ne vais pas y revenir parce que ça serait trop long, a quand même appauvri le bac pro. Je ne parle pas de niveau, comme certains de mes collègues, où le niveau baisse et tout ça ne veut rien dire, est très lapidaire et simpliste, mais surtout a mis en place le contrôle continu qu'on va vouloir imposer en partie sur le bac, le nouveau bac qu'ils veulent nous pondre. Le contrôle continu, c'est des diplômes, c'est davantage des diplômes, je vais dire, locaux, d'établissement, parce que c'est vous qui corrigez vos élèves et c'est vous qui choisissez les sujets. On n'est plus dans un traitement égalitaire sur l'académie. Donc, sauf quelques disciplines, en tout cas pour les miennes, celles que j'enseigne, les lettres et l'histoire. Donc, vous avez déjà une logique qui était celle de transformer ce bac en quelque chose de plus local et quelque part, même si ça n'a pas été vrai complètement, mais en partie quand même, de ne plus le reconnaître comme un diplôme national. Donc, il faut comprendre que dans cette logique-là, en même temps, se développait une offensive très forte pour l'apprentissage. J'en parle parce que c'est très important, parce que l'apprentissage est mis systématiquement, là aussi, en concurrence avec les lycées professionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la nouvelle réforme, on est passé là aussi à la deuxième phase, la réforme des bacs pro. On va à nouveau affaiblir les enseignements généraux, c'est-à-dire les connaissances, qui sont essentielles pas pour fabriquer de la main-d'œuvre corvéable et malléable à merci, mais pour construire et aider à construire des citoyens. Donc on va supprimer de l'enseignement en français, en histoire-géographie, en langue, en sciences. On parle même de supprimer l'histoire-géographie en terminale pour faire passer l'épreuve en première. On va affaiblir aussi les enseignements professionnels un peu théoriques, on va leur prendre quand même des heures, ça permet comme ça de supprimer des postes aussi, tout bêtement. Certains mépris de classe aussi, là, vraiment, c'est pas grave, si on appauvrit tout ça, tous les enseignements, voilà, on ne vous parle plus que de compétences, on ne parle plus de connaissances. Alors, quand je vous dis on, c'est pas les professeurs qui continuent à penser que nos élèves ont besoin de connaissances, de se les approprier, de les digérer et de s'en servir ensuite, mais on vous parle de compétences. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment des jeunes gens qui seront plus tard uniquement des exécutants, en connaissant en plus les parcours souvent difficiles après le bac, ou même après des diplômes ou des formations après le bac pro. On a déjà des jeunes gens qui ont du mal à trouver du travail, mais surtout ce qu'on leur propose tout le temps, c'est du travail précaire. Et ça va accélérer en plus ce phénomène-là. Donc on a de quoi s'inquiéter avec l'idée derrière, parce qu'il y a autre chose quand même. La formation professionnelle aujourd'hui, elle est dans la tourmente. Les CFA vont échapper à la compétence région, ils vont être donnés aux branches. Quand vous dites dans la région, je donne un exemple très concret, les branches, c'est l'IUMM, c'est la métallurgie, c'est le patronat de l'aéronautique qui fera ce qu'il voudra.
Voilà. Même des petits CFA sont très inquiets, ils pensent qu'ils vont disparaître. Et dans cette logique-là, bien évidemment, on se dit que peut-être on va se retrouver, à force de casser les lycées pro, en supprimant des enseignements, en supprimant des spécialités, dans une logique de régionaliser la formation pro en général. Hein. Toute la formation pro, on trouvera la formation continue, l'apprentissage et la formation dans les lycées professionnels, qui peu à peu vont être retirés comme ça de la sphère du ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a ce risque-là. Ce risque-là, il existe depuis pas mal de temps, mais là, il s'accélère. Si vous rajoutez à ça la casse des statuts, ça peut faciliter, y compris, ce type de politique. Donc une situation qui est gravissime. Voilà. On nous dit à chaque fois qu'il y a une réforme, parce qu'elle se fait toujours dans le dos des premiers concernés, et les professeurs, et les élèves, les familles, enfin toute la communauté éducative. Mais là, c'est extrêmement grave. D'abord parce que depuis, alors avec tous les défauts qu'avait Hollande, il y avait eu un arrêt des suppressions de postes. Il y avait même eu davantage de recrutement, même si ce n'est pas le nombre qui a été affiché, loin de là. Mais on avait arrêté de supprimer des postes qui a quand même largement dégradé les conditions de travail et des élèves et des profs. Mais là, on repart sans complexe alors, on supprime des postes et on met des réformes qui vont permettre en plus ces suppressions-là, et idéologiquement qui vont enfoncer encore un coin de plus dans le service public, en sachant que ceux qui se régalent en ce moment, c'est déjà vrai avec Parcoursup, c'est le privé. Vous avez eu, alors je ne sais plus, le pourcentage, je crois que c'est 5 à 19, non ? Le pourcentage d'accueil dans le supérieur par le privé a été multiplié par je ne sais plus combien là, à partir de août, septembre, parce qu'en fait, soit vous n'avez pas le choix, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais ils s'endettent. C'est-à-dire que c'est un système à l'anglo-saxonne, à l'américaine, qui va nous être imposé. Vous allez vous endetter pour faire des études, vous allez faire des prêts. Voilà. C'est donc cette logique-là, très élitiste, en fait, en réalité, très favorable au privé, parce que c'est ça aussi derrière, il ne faut pas se leurrer. Et en même temps, dans une logique très libérale, l'école doit être aussi le champ de la compétition. Voilà. Et c'est absolument tout le contraire de ce qu'on veut et de ce qu'on pense. Voilà. Le jour où vous aurez un vrai débat sur l'école avec les premiers intéressés, c'est-à-dire ceux qui y travaillent, ceux qui étudient, ça se saura, parce que franchement, c'est quelque chose qui n'existe pas, contrairement à ce qu'on raconte, on concerte, etc. Pour vous donner une petite idée aujourd'hui, les proviseurs ont peur, sur la région Occitanie, de banaliser des heures pour que les profs discutent de la réforme. Parce que quand ils discutent de la réforme, ça s'est passé à Saint-Cernin, à Toulouse, il y a 10 jours, ils ont discuté, ils sont revenus devant le proviseur, et puis ils ont voté, ils ont dit on est contre la réforme. Donc ils ont peur également de ça. Donc il n'y a pas de discussion possible, mais le vrai sujet, c'est à quoi sert l'école. Alors déjà, il faut la sortir de la sphère marchande, il faut la sortir de la sphère idéologique de la compétition libérale, et il faut lui donner un objectif clair, c'est celui de l'émancipation. Voilà, les jeunes qui passent par l'école, ils doivent pouvoir effectivement se construire pour s'émanciper, être des acteurs sociaux, des citoyens à part entière. Il y a du boulot, parce que même si on peut critiquer les enquêtes PISA qui tombent périodiquement, il y a une donnée qui revient toujours dans ce pays, c'est les inégalités sociales. Bon, c'est celle-là qu'il faut affronter pour que nos élèves puissent avoir des conditions d'études idéales, puissent progresser, quand ils sont déjà en difficulté parce qu'ils sont issus de milieux défavorisés, qui n'ont pas accès à la culture. Donc c'est un tout, l'école. C'est aussi ce qu'il y a autour, pour que les élèves s'épanouissent. Alors, je ne vous parlerai pas, moi, je ne ferai pas l'injure de vous parler d'égalité des chances. C'est quelque chose que j'ai toujours banni de mon vocabulaire et qui me met hors de moi, qui me donne des boutons, parce que je l'entends tout le temps à la région, au nom de l'égalité des chances, etc. Ça n'existe pas, l'égalité des chances. Les élèves, ou alors c'est la conception, on est vous savez, sur une piste d'athlétisme, on est dans les starting blocks et on verra bien celui qui va partir le premier et qui va arriver le premier. C'est lamentable. On doit raisonner en logique d'égalité. Donc il faut défendre, bien évidemment, une vraie révolution à l'école pour qu'on ait les moyens de lutter dans les quartiers défavorisés, dans les zones rurales. Il y a des choses, vous le savez, il y a des choses aberrantes. On s'est battu l'année dernière, moi j'ai soutenu une instite à Santin, dans l'Ariège, un petit village, qui renaît, où il y a des gens qui s'installent avec des enfants. On ne trouvait rien de mieux que, plutôt que de faire 2 classes, qui était possible, de mettre tous les niveaux dans une. Voilà. C'était ça la réponse de l'institution. Bon, la bagarre a été menée, il y avait les parents d'élèves, et 2 classes ont été créées avec un remplaçant, etc. Mais la logique, c'est de développer partout sur les territoires, d'abord, l'offre publique. Partout. Voilà. Et s'il y a 15 élèves, il y a 15 élèves. S'il y en a 30, il y en a 30. Et puis, avec des effectifs, bien évidemment,
les plus réduits possibles par classe. Qu'on vous dise que ça ne sert à rien, que c'est pas suffisant, c'est pas tout à fait vrai quand même. Hein. Bon, voilà, on fait pas du travail à 40 ou à 35 comme on le fait à 20 ou à 24. On ne va pas se raconter d'histoire. Et puis après, bien évidemment, il faut réfléchir encore une fois en termes d'émancipation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne? Voilà. Mais on peut le réfléchir avec les parents, on peut le réfléchir aussi avec les associations d'éducation populaire, on peut le réfléchir avec beaucoup de monde en réalité qui est intéressé à l'avenir de l'école. Et ce n'est pas malheureusement souvent nos dirigeants, nos institutions ou nos recteurs ou nos rectrices. Réfléchir à ça, c'est aussi réfléchir en termes de savoir, hein, ce que je disais, et plus en termes de compétences. On ne peut pas découper l'ensemble des connaissances et des savoirs en capacité, comme si ça avait du sens, hein, pour l'apprentissage des enfants. Quand vous apprenez à aimer lire une poésie ou à intéresser vos élèves à un cours d'histoire, vous ne vous posez pas forcément à la fin la question « est-ce qu'il est capable de répéter ce que j'ai dit de 10h15 à 10h30 » ou « est-ce qu'il pourra écrire une phrase relative à la leçon sur son cahier ?» Vous vous dites « est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il a construit un peu son esprit critique, hein, surtout quand vous faites l'histoire contemporaine, ces choses-là, ou de l'éducation civique, bon, qui passionne les élèves par ailleurs. Et je vous assure qu'ils ne se posent pas les questions en termes de « est-ce que je suis capable, madame, à la fin de l'heure de… » Non, on dit « ils sont contents, ils ont apprécié ou ils n'ont pas apprécié, puis bon, vous inquiétez pas, en ces cas-là, ils le manifestent. » Non, il faut vraiment complètement changer de braquet de logiciel. Ça veut dire un vrai combat, hein, un vrai combat politique d'une part, et aujourd'hui ça passe par un combat de lutte. Voilà, il va falloir se mobiliser contre ces réformes et expliquer que ce n'est pas ça que l'école doit attendre comme projet et qu'il faut remettre encore une fois au cœur du projet l'émancipation humaine. Et on en est très loin, mais il faut se battre. Il faut vraiment se battre parce qu'on a besoin de l'école et le service public d'éducation, c'est un bien commun pour tous et toutes et on doit se battre pour lui. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il faut le changer, c'est évident, mais il faut aussi battre en brèche tout ce qui, aujourd'hui, est mené comme politique pour le détruire. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce qui a été dit. Peut-être je me lève. Je n'ai pas franchement de questions, hein, parce que bon, moi, je suis vraiment d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Vraiment, complètement. Je peux peut-être apporter des compléments d'information, quoi. Bon, je n'ai pas relu, mais j'ai parcouru en diagonale des propositions de programmes, c'est pas encore clair, pour effectivement en français, hein, pour le lycée. Et j'ai sauté en l'air, quoi. Vraiment sauté en l'air. J'ai l'impression de sauter 50 ans en arrière. Nous, le boulot, quand on fait le boulot, faire le boulot, c'est travailler avec une classe. C'est vraiment faire ça, quoi. Et c'est extrêmement choquant quand on nous impose les textes à travailler avec les élèves. Ça veut dire que toute la littérature contemporaine, moi je suis en français, hein, littérature contemporaine n'existe plus. C'est quand même un truc assez génial, quoi. On nous impose des œuvres, et ça, c'est les œuvres que tout le monde doit apprendre. C'est pas ça l'émancipation, c'est pas ça le travail. Au niveau des épreuves du bac, alors là, c'est pas mal aussi, on n'a plus que dissertation et commentaires. Ah, ça va vachement aider les gamins, quoi. On est dans un élitisme complètement démentiel. Complètement démentiel. Ben, moi, ça me choque vraiment, quoi. J'ai plus envie. Voilà, les bras m'en tombent, quoi. Ça... Et puis il y a la notion de plaisir, quoi. On fait ce boulot, c'est pas pour la thune, hein. Franchement, hein. Voilà, si on le fait, c'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on a du plaisir. Putain, là, le plaisir... Plein d'autres choses à dire, mais on laisse la parole à d'autres. Oui, bon, c'est pas une question non plus, mais c'est un complément par rapport à ce que disait Myriam, en sachant, pour me présenter, que je suis l'ex
co-secrétaire général du groupe Nouveau Monde en Commun, licencié à l'opération d'un certain nombre de nos camarades, pour ne pas le nommer, d'Europe Écologie Les Verts, Gérard Onesta, et du Parti communiste français, Jean-Luc Gibelin, qui ont fait en sorte que le groupe disparaisse de la région. Donc, ceci étant dit, je suis aujourd'hui en attente de la suite, j'espère politiquement, mais je n'ai pas abandonné le fait de pouvoir travailler pour un nouveau groupe dont nous espérons qu'il va se concrétiser dans les semaines ou les mois qui viennent. Ferme complètement la parenthèse, mais je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Myriam, et pour boucler un peu et montrer que la région peut aussi intervenir dans ce débat politiquement. Il faut savoir, relativement à l'éducation, que aujourd'hui, il y a, qui peut paraître un plan purement technique, une recomposition à la région des appartenances des diverses directions. Je ne veux pas être trop compliqué. Pour faire simple, la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche intègre un pôle qui s'appelle maintenant, je vous donne le scoop, qui va s'appeler PERFS, pôle éducation, formation, recherche, sport. Alors l'enjeu, donc emploi disparaît, puisqu'avant il y avait emploi dans le pôle initial. Donc ça disparaît. L'enjeu, c'est de dire alors, que on va mettre, et c'est l'entente qu'il y a eu entre la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, qui vient, vous aurez pu le remarquer assez souvent dans notre département, de Haute-Garonne, et donc dans la région Occitanie. Elle était encore là hier, à Toulouse, avec Carole Delba, on tente pour que la région soit expérimentatrice dans, pour faire clair, la mise en œuvre du Bac-3, Bac+3, pour servir Parcoursup. La logique, c'est ça. C'est-à-dire la région Occitanie ayant un certain nombre de formations dans le sanitaire, par exemple, dans lequel, en Midi-Pyrénées, Martin Malvy avait investi hors compétences régionales. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que c'est accepter quelque part le désengagement de l'État sur un certain nombre de choses qui nous paraissent devoir être du ressort de l'État, justement, pour assurer l'égal accès de tous et de toutes à l'enseignement supérieur, pour rester dans ce cadre-là. Donc la logique, c'est ça. Mise en place de -3+3, donc on gomme Bac-3, Bac+3, on gomme effectivement dans le cadre de ces réformes Blanquer, les réformes Blanquer, et notamment du baccalauréat, on va gommer ce qu'est le baccalauréat. Aujourd'hui, premier diplôme, je le rappelle toujours encore, premier diplôme de l'enseignement supérieur. Ça va être fini. Parce que l'enseignement supérieur, de fait, il va commencer après la licence. Après, il va commencer au Bac+4. En fait, au master. Donc, la région se met effectivement dans une position de servir, vous m'excusez du terme, de servir la soupe à ce que sont aujourd'hui les orientations gouvernementales en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. C'est peut-être un peu à la hache ce que je vous dis, mais derrière ça, il y a effectivement quelque chose de très préoccupant.
qu'est en train de faire la région à ce niveau, et qui est tout à fait dans la logique, c'est mon point de vue personnel, mais qui est tout à fait dans la logique de ce que sont les réformes que détaillait Myriam, parce que derrière la figure de proue qui est la formation professionnelle, j'ai terminé là-dessus, il y a la formation initiale tout court. Tout court. Pas que professionnel. Hein. Il y a l'orientation qui est inclue dans ce pôle-là, dont on a déjà la régionalisation de manière claire, et la régionalisation, elle avance pour disparition de l'emploi, d'après moi, elle avance aussi à Pôle emploi, hein, et on a eu diverses alertes dans la dernière période de l'année qui vient de s'écouler sur les politiques régionales en la matière. Bon, il y a un truc dont je veux parler, donc tu es plus au point là-dessus. Sur l'histoire, c'est le fait que sur le lycée pro, il va y avoir de façon, en même temps, pas séparée, indifférenciée, des élèves qui vont être des élèves en formation initiale et des élèves qui vont être effectivement apprentis. Quoi. Ça, c'est un truc, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Là, il y a des collègues qui sont... Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre effectivement sur les enjeux. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais sur les enjeux par rapport au CEF. J'arrive pas bien à comprendre, je veux dire, quelle est la volonté finale dans cette histoire. Parce que ce que je comprends, c'est qu'on va faire le boulot, ok, on va finalement, c'est l'éducation nationale qui va faire le boulot effectivement des entreprises, quoi. Enfin, des entreprises, J'aimerais bien que tu me précises sur les enjeux. Bah, ça rentre dans la logique que vient de présenter Bernard, hein. Cette espèce d'axe, là, de mouvement qui paraît du bac -3 au bac +3. Donc dans ce cadre-là, bon, pourquoi du coup ne pas mélanger les publics, hein, puis en mélangeant la formation professionnelle dans les lycées professionnels en formation initiale et les jeunes apprentis. Alors c'est pas nouveau, c'est assez récent, mais déjà l'année dernière, je crois que c'est sur la rentrée dernière, pas septembre 2018 mais septembre 2017, où j'avais été alertée par les organisations syndicales, donc j'avais saisi la région parce que la région codécide en fait sur la formation professionnelle, codécide avec le rectorat sur l'ouverture, la fermeture de sections en lycée pro. Et donc on s'était un peu ému parce que bon, déjà vous savez toujours, il y a toujours une tentative de fermer les formations initiales. Et même parfois, c'est vraiment le rectorat qui veut en imposer le plus possible, hein, des fermetures. La région résistant un peu. Alors, on est un peu derrière aussi à pousser, donc ça peut s'expliquer par ça, mais essayant de résister, mais en réalité, on essaie de fermer ces formations. Alors, l'année dernière, on a expérimenté, mais c'est toujours pareil, quand on demande quel est le retour, après on le sait par les collègues, on n'a jamais de bilan. C'est formidable parce que vous, on vous demande toujours des bilans, des explications. Mais quand vous expérimentez des choses, en général, à un moment donné, au bout d'une année, vous en tirez de bilan, vous les présentez du moins. J'arrive pas à les avoir. On les a par d'autres biais, notamment par le biais syndical. Mais sur certains établissements publics, notamment Charles de Gaulle à Muret, vous avez eu des classes qui ont été ouvertes avec une capacité d'accueil de 24 élèves, dont 8 étaient réservés à des apprentis. Ce qui est terrible d'ailleurs, parce que vous avez des élèves, c'est ce qu'on appelle souvent des formations sous tension, c'est-à-dire où il y a beaucoup de demandes, donc la pression est importante. Et les élèves qui pouvaient rentrer dans ces classes-là, qui avaient possibilité d'être admis dans ces classes-là, eh bien, on a sélectionné entre guillemets les meilleurs. De fait, certains sont restés sur le carreau, ils ont dû faire autre chose, donc ils font des choix par défaut. On a gardé pour les apprentis. Bon, outre que vous comprenez, alors c'est un peu pédagogique, je veux dire, mais gérer un public qui est sous statut scolaire. Les apprentis comme d'autres, par ailleurs, d'autres qui ont fait une autre démarche en réalité, hein, puisque c'est un séjour école qui peut être d'une semaine à peu près, 3 semaines entreprise, et puis revenir à l'école. Ça n'est pas du tout la même chose que la scolarisation d'enfants, de lycéens qui sont à l'école tout le temps.
Bon, d'abord déjà, d'un point de vue du confort, entre guillemets, du travail intellectuel du prof, c'est infaisable, c'est invivable. Vous devez vous adapter. Ce sont des publics parfois difficiles. Vous imaginez gérer 16 lycéens d'un côté, 8 apprentis de l'autre. Quand ils rentrent, évidemment, les autres ont progressé. Ce n'est pas les mêmes programmes. C'est comme si vous faisiez une double classe. Ça s'est produit aussi en BTS, parce que de plus en plus en BTS, dans les lycées publics, on dit vous voulez des BTS? C'est des BTS par alternance ou des BTS qui accueillent les deux publics. Ça ne marche pas. J'ai eu des échos sur celui d'Albi. À Fond-la-Bourg, c'est une catastrophe. C'est un fichu, un bordel monumental. Je pense que les équipes en reviennent, voilà. Mais ce sont des choses qui sont imposées. Hein. Moi, j'ai demandé à Carole Lenga de revenir dessus, puisqu'elle co-décidait avec le rectorat. Elle a refusé, elle n'était pas d'accord. Voilà, on a eu des échanges là-dessus, y compris par courrier. Voilà, ils ont dû faire la démonstration. Puis surtout, vous savez, les gens qui vous disent que c'est bien, qui savent absolument pas de quoi ils parlent, au bout d'un moment, c'est assez insupportable. C'est pas que j'ai la prétention de tout savoir, mais mon métier, je le connais. Donc, si je dis que c'est moi, je sais pas faire et gérer deux publics en même temps, un qui rentre au bout de 3 semaines, un qui a progressé pendant 3 semaines, avec deux publics qui n'ont pas les mêmes démarches, les mêmes enjeux, les mêmes buts, si humainement je dis c'est pas gérable, je sais que ça l'est pas, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis en lycée professionnel, donc je connais un petit peu quand même la musique. Mais vous avez toujours des technocrates pour vous dire que c'est génial. Je vous raconterai une petite anecdote après qui est assez drôle là-dessus. Donc, cette logique-là, elle va se poursuivre. C'est-à-dire que dans la réforme du bac pro, il y a aussi, bien sûr, cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer des apprentis en lycée pro. Alors, est-ce que c'est une donnée pour cacher, c'est l'arbre pour cacher la forêt? Parce qu'en réalité, ça correspond, cette politique, à une offensive de l'apprentissage. Mais l'offensive de l'apprentissage, elle n'est pas, je vous ai dit, elle n'est pas nouvelle. Ça, c'est Borloo, début des années 2000. Ça a été poursuivi par la droite. Le PS n'y est pas opposé, franchement, pas du tout. Et aujourd'hui, on nous explique que c'est la voie d'excellence. Or, il faut savoir que l'apprentissage, ça ne marche pas. On doit avoir 34 000 apprentis sur toute la région Occitanie, à peu près 17 000 d'un côté, 17 000 de l'autre, sur l'ex-territoire Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, à peu près dans ces eaux-là. On nous a annoncé, la dernière commission, la semaine dernière, qu'il y en avait 7% de plus. Alors, je ne calcule pas, Bernard le fera, parce qu'il est meilleur que moi, et largement. Mais je pense que ça ne fait pas beaucoup. Et quand je demande, je l'ai fait l'année dernière, je demandais dans quel secteur il y a plus d'apprentis et à quel niveau. Je savais la réponse par avance. Là où ça progresse, c'est dans le supérieur. Ce sont des jeunes gens qui ont déjà le bac, qui font des apprentissages, par exemple, école d'ingénieur ou master, et qui sont master souvent, et qui sont positionnés sur un choix. Donc c'est vraiment des choix personnels, et puis surtout, ils ont la maturité pour à la limite choisir. Bon, moi, c'est pas mon truc l'apprentissage, mais à la limite, je peux entendre et comprendre. Ensuite, pour les autres, c'est des niveaux, ce qu'on appelle les niveaux 4 et 5, bac CAP, avec presque 40% de rupture de contrat. Du fait des jeunes, 40% de rupture presque de contrat. Souvent, la moyenne, c'était celle-là en 2015, mais les derniers chiffres de la DARES sont les mêmes là, en juin 2018. Donc il y a toujours des ruptures très importantes, pour des raisons évidentes, parce qu'entre 16 et 18 ans, il y a la question de la maturité, il y a la question aussi de l'exploitation des gamins. Voilà, je veux dire, moi, quand la petite anecdote que je voulais raconter, c'est que quand on a des débats parfois, un peu moins maintenant, la démocratie, ça s'effiloche au conseil régional, on a eu des débats au début, des séminaires, ou des débats avec l'exécutif élargi au président de commission. Donc moi, j'étais invitée systématiquement sur ces débats-là, et moi, je suis une bosseuse, je travaille les dossiers, je travaille les sujets, j'arrive pas les mains dans les poches en me disant, je verrai bien ce que je dirais. Donc on avait travaillé ces sujets quand même, j'avais même fait un article de 3 pages, j'avais fait une intervention en AP, je connaissais bien, et puis par mon métier, je connais ces sujets-là. Et je suis aussi vice-présidente de la commission formation pro-apprentissage. Donc on a laissé Madame Delga faire une intervention sur la question de l'apprentissage, voie d'excellence. Par ailleurs, elle a dit des choses qu'on pouvait aussi partager, l'idée de valoriser les jeunes qui choisissent des métiers, par exemple manuels. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, c'est pas ça le sujet. Mais voie d'excellence, etc., sans dire aujourd'hui que les jeunes qui sont en apprentissage, je ne parle pas donc du supérieur, je parle des jeunes, on va dire en gros 16-18, sont des jeunes en difficulté scolaire, qui ont échoué souvent au bac, qui ont choisi l'apprentissage aussi par défaut, et qui comprennent à l'intérieur 20%, alors que c'est 5% pour les lycées, de jeunes atteints de troubles 10, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, tout ce que vous voulez. Il y en a 20%, voire plus, m'a dit le directeur de la formation professionnelle. Donc ce sont des jeunes gens qui ont des difficultés et souvent ils sont issus, et là c'est un fait aussi, c'est objectif, de milieux modestes.
Donc, on m'a expliqué que c'était la voie d'excellence. J'ai demandé autour de moi s'il y avait des parents comme moi qui avaient des enfants. Et je dis, est-ce que vous avez choisi, messieurs, mesdames les élus, c'est que des élus, de proposer l'apprentissage à vos enfants? C'est une voie d'excellence. Il n'y a pas de raison. Voilà, moi je dis le mien, il est à la fac. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, il est à la fac. Il veut faire un master. Voilà. Donc, il n'a pas choisi l'apprentissage. Et je pense qu'il ne l'aurait jamais choisi. Et pas pour des raisons de mépris, mais parce que c'est dur. Les enfants de 16 à 10, ce sont des jeunes de 16 à 18 ans. Pourquoi nos enfants scolarisés auraient le droit d'être protégés sous statut scolaire et on mettrait un apprentissage des jeunes gens qui parfois ont des propositions pour apprendre des métiers qui sont durs, qui sont difficiles. Il faut bien sûr tous les métiers, qu'ils soient tous représentés, en tout cas ceux qui me paraissent moi socialement utiles. Mais c'est pas vrai que c'est une voie d'excellence, parce que s'il y a autant de ruptures de contrats, c'est parce qu'il y a de vraies difficultés. Pourquoi? Première raison, parce que la vision de l'apprentissage dans ce pays est une vision portée par les libéraux. Elle est stupide, elle est archaïque, voilà, elle est très archaïque. Elle a une vision, cette idée de l'apprentissage, c'est une vision des années 60 et encore. Oui, c'est vraiment la vision de l'enfant d'ouvrier qui va être manuel comme son père ou sa mère, et qui va apprendre un métier, il va apprendre sur le tas, il va voir ce qu'il va voir et ça va être super. Bon. Il y a des artisans qui prennent des jeunes gens, etc. Mais il y a une vision qui est... Mais c'était déjà la vision désuète, je me souviens, portée par Borloo à l'époque. C'est une vision complètement à la fois stupide, anachronique. Elle est anachronique. Elle ne correspond pas, y compris aux envies, aux besoins des jeunesses ou de la jeunesse. Je dis des jeunesses, mais je pense qu'il y a une jeunesse. J'expliquerai pourquoi après. D'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, ça pourrait être, et Macron il l'a dit lorsqu'il était allé à Saint-Denis, ça peut être une réponse pour les enfants issus de l'immigration dans les quartiers populaires. Ben voyons, voilà. Ils ont des difficultés, pourquoi pas l'apprentissage, voilà. On ne raisonne pas en se disant comment on va lutter contre les difficultés pour les surmonter, c'est comment on va trouver des voies pour pouvoir proposer autre chose que l'école à ces jeunes gens. Le débat, y compris par exemple en assemblée plénière encore la semaine dernière, alors c'est pas quelque chose qui est porté, mais c'est porté par la droite, une partie, et l'extrême droite, de mettre l'apprentissage à 14 ans. Mais la même logique du retour en arrière. Bon. Donc il y a une vision, alors on cache avec un pseudo-modernisme, voie d'excellence, mais ça n'a pas changé. Bon, et on met, je vous assure, un pognon fou, ça se chiffre en centaines de millions d'euros par an, pour développer l'apprentissage, pour les CFA, pour les employeurs d'apprentis, pour les tuteurs d'apprentis. Alors une petite boîte qui prend des apprentis et qui essaie d'aider des jeunes, moi je ne suis pas pour qu'on ne l'aide pas, c'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet, mais on fait tant et tant pour arriver à 7% de plus d'apprentis, 34 000 apprentis sur l'ensemble de la région Occitanie, 230 000 élèves. On pourrait quand même se poser un peu de questions là-dessus. Bon, l'apprentissage, ça ne marche pas, et y compris les ruptures de contrat, vous les trouvez dans les secteurs où on essaie d'orienter les apprentis parce qu'il y a des manques d'emploi. Enfin, on ne trouve pas d'employés, parce que c'est la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment. Bah oui, vous ne trouvez pas, parce que c'est le plus dur et c'est les plus mal payés. Alors évidemment, il faut comprendre n'importe quel jeune, qu'il soit issu de milieux modestes ou pas, il n'a pas envie de se faire exploiter pour 3 queues de cerises. Il faut le comprendre. Voilà. Et les parents, moi j'ai des parents que je peux voir qui sont des parents d'élèves en lycée pro, ils n'ont pas envie non plus que leurs enfants partent en apprentissage. Ils ont envie qu'ils aient leur bac pro, qu'ils puissent avoir une formation derrière, une poursuite d'études. Et c'est humain. Il n'y a pas de raison que certains aient le droit et d'autres pas. Donc là, il y a un vrai danger. Alors il y a un vrai danger parce que, nous on le voit, c'est absurde. Non seulement ça ne marche pas, mais du coup ça sera un prétexte, effectivement, pour introduire des élèves dans les lycées des apprentis dans les lycées professionnels, pour entrer les lycées professionnels dans un cadre différent. Vous savez, on parlait des campus des métiers, en fonction donc des activités professionnelles. Il y a 10 campus des métiers qui ont été formés dans la région Occitanie. Ça ne date pas de la région, c'était bien sûr antérieur. Je crois que c'est sous Hollande, si je ne dis pas de bêtises, que ça a été, parce qu'il y a eu le lycée des métiers, puis il y a les campus des métiers, puis maintenant il paraît il y a les Harvard des métiers. Ça c'est la nouvelle idée de Blanquer. Bientôt, je pense qu'ils vont trouver comme 4e idée, avec l'idée on met en lien, en corrélation, la formation professionnelle initiale, on lui fait rentrer les apprentis, donc quand même ça va pouvoir, l'apprentissage, les entreprises, et soi-disant des pôles universitaires. Bon, d'abord, tout ne s'y prête pas, bien évidemment, mais cette logique-là, attention, des Harvard des métiers, maintenant, qui s'appelle ça comme ça
Ça va avoir pour effet aussi de faire, comme pour les lycées, d'avoir des lycées de relégation qui ne rentreront pas dans la logique des campus, des métiers, qui ne répondront pas à des métiers particuliers. Il y a le campus, par exemple, de l'aéronautique. Bon, c'est pas n'importe quel établissement qui va rentrer dans le campus de l'aéronautique. Il y a le campus des métiers de bouche, alors ça sera les lycées hôteliers, etc. Enfin, bon. Donc il y a quand même aussi l'idée que l'école doit se plier aux exigences économiques. Nous, on n'est pas d'accord avec ça non plus. Voilà, l'école, elle n'a à se plier à aucune exigence. Elle a une exigence, et c'est celle, encore une fois, de l'émancipation. Elle ne peut pas dire je vais faire ces formations parce que autour de moi, et ça c'est la logique des CFA, il y a tel débouché peut-être possible, tel métier un petit peu en attente et en besoin, etc. On ne peut pas raisonner comme ça n'est pas possible. On doit raisonner par ailleurs en termes de formation pro, en termes de besoins sociaux, voilà, et de métiers socialement utiles, et y compris utiles pour l'avenir, c'est-à-dire tout ce qui devrait se développer aujourd'hui dans le cadre de la formation professionnelle publique, c'est tout ce qui répond aussi aux enjeux environnementaux. Parce que quand vous voyez les formations qu'on propose, le marketing, le tertiaire, ça va un peu, quoi. Hein. Voilà. Et qu'après, vous avez 2 sections dans l'Académie de Toulouse, par exemple, qui répondent à des enjeux vraiment réels. Assainissement, eau, technicien pour travailler dans la logique de la transition écologique, je dirais. Tous ces éléments-là, ça n'existe pas. Hein. C'est pas programmé, c'est pas... Voilà. Donc, on raisonne un petit peu, évidemment, à l'envers. Mais l'apprentissage, l'enjeu, il est aussi... Donc, je disais, idéologique, c'est l'idée que l'école, elle doit se plier aux exigences. Et il a raison, Bernard, toute la formation initiale. Hein, parce que cette logique de spécialité aussi dans les lycées, vous allez avoir des lycées spécialisés, mais le but, c'est qu'il y ait des lycées, surtout, qui proposent le plus d'options possibles, en principe, aux élèves. Et pas des spécialités que vous allez trouver là, mais que vous n'allez pas trouver ailleurs. Bon, il y a une logique donc d'inféoder l'école, mais ça c'est pas nouveau, mais là ça s'accélère à l'entreprise. Et puis l'autre logique qui est pernicieuse, qui est vicieuse, elle est toujours là, mais elle est encore plus forte maintenant, c'est que c'est l'entreprise qui forme mieux que l'école. Hein, parce que le MEDEF le dit, mais il y en a qui le pensent tout bas aussi. L'entreprise, c'est... Alors là, il y a un argument imparable, hein, c'est sur l'histoire de l'expérience professionnelle. Vous savez, en France, on pense que quand on est jeune, il faut être précaire. En tout cas, ceux qui détiennent le pouvoir économique pensent ça, je pense au MEDEF en particulier, que c'est normal. Hein, rappelez-vous les propos de Parisot à son époque. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous comprenez, on ne peut pas les embaucher, ils manquent d'expérience professionnelle, c'est compliqué. Alors c'est sûr que quand vous n'avez jamais travaillé, vous manquez d'expérience professionnelle, il faut bien commencer un jour. Mais c'est faux ça. Parce qu'en fait, ceux qui trouvent, après le bac, le plus rapidement, entre guillemets, parce qu'il faut faire des études, hein, un travail, c'est les plus diplômés du supérieur. Pas d'expérience professionnelle particulière. Hein. Par contre, ceux qui sont bardés de stages depuis l'âge de 16 ans, c'est les élèves de bac pro et de BTS. Hein. Alors ceux qui ont un BTS, ça trouve un peu plus. Mais ceux qui ont un bac pro, qui n'ont fait que ça, et je peux vous assurer que dans la réforme, là, on multiplie les stages encore, et il y en a beaucoup trop déjà, hein. On multiplie les stages, ce sont des élèves qui sont, pour les critères de nos libéraux, les moins employables. Pourtant, les expériences, ils les ont multipliées. Et souvent même, ils bossent l'été dans les boîtes qui les avaient gardés, qui les avaient recrutés en stage. Donc de l'expérience professionnelle, on pourrait dire qu'ils en ont. Ils pourraient trouver du boulot. Mais ils ont une qualification qui est insuffisante. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment pousser la qualification de tous les jeunes. Voilà, ceux qui sont issus des classes modestes et les autres. Et pas faire ce qui est en train d'être fait et accentuer un distinguo entre les différentes classes sociales en disant il y en a qui vont devenir des exécutants, ils n'auront pas droit aux études, c'est pas la peine, ni à la culture, n'en parlons pas, etc. Juste sur le français, pour vous donner une idée, ce que tu dis, je comprends que ça fasse enrager, dans les nouveaux programmes qui seraient proposés, parce que moi j'ai appris que peut-être on aurait les programmes qu'en juin, comme ça évite que les gens se mobilisent. Pour les bacs pro, on veut nous imposer davantage de textes dits fonctionnels, c'est-à-dire retirer la littérature de l'apprentissage du français le plus possible pour apprendre à lire un compte-rendu de conseil d'administration, des textes dits fonctionnels qu'on utilise dans le professionnel. Je ne vous dis pas comme c'est passionnant, et pour nous et pour les élèves, mais vous voyez la logique derrière quand même. Hein. C'est une logique à la fois, je vous dis, une logique élitiste, une logique de classe, hein, et une logique de crétiniser absolument les gens. Il faut qu'ils aient le moins de connaissances et le moins de culture possible. Ça, c'est terrible quand même. Quand une société
se construit comme ça, c'est terrifiant. Hein, il faut prendre la mesure de ça. Alors que c'est absolument évidemment le contraire qu'il faut faire. Moi, mon ressenti vis-à-vis de ça, c'est que j'ai l'impression que l'idée à moyen terme, voire à long terme, c'est de modeler un petit peu la base des jeunes en fonction des besoins des industries qui se trouvent autour de leur pôle d'éducation. C'est ça. Est-ce que c'est vers ça qu'on tend, en fait ou... Enfin, moi, je le comprends comme ça d'un point de vue extérieur. J'ai l'impression qu'on va orienter les formations pour que les gens ils restent en bas de l'échelle et que quand ils sortent de l'école, on leur ouvre la porte de l'usine en leur disant bah hop, t'as fait un apprentissage en tournure, peu importe en fait, on a besoin de ça et en fait le chemin, en fait on aurait juste besoin de traverser la rue qui mène à l'usine, de l'école à l'usine. Est-ce que c'est vers ça qu'on tend ou est-ce qu'il y a encore un échappatoire possible je sais. J'espère qu'il y a des échappatoires, il y en a, ouais. Voilà, c'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que le corps enseignant est au courant de toutes ces directives et de toutes ces orientations qui sont prises j'ai la chance de connaître des personnes qui s'y intéressent. Est-ce que c'est le cas de tous le corps enseignant et le personnel comment ça fonctionne, comment ça redescend l'information, comment ils vont la chercher? Je sais pas si... Ce que tu disais pour la première partie de ton intervention, oui, il y a vraiment cette logique-là, je vous dis, de proposer, pour la plupart, voilà, une formation qui... Pas qu'un bac pro, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté un peu système à l'américaine, une formation qui permette d'aller, comme diraient certains, à l'essentiel, c'est-à-dire, oui, répondre... Alors c'est le grand mot, c'est la grande expression qu'on entend tout le temps. C'est vrai que par moments ça finit par vous risser. C'est le bassin d'emploi. Voilà. Bon, on peut très bien avoir ici un lycée qui propose des options artistiques, un lycée pro qui propose des options, j'en sais rien, moi, sanitaires et sociales. D'abord parce qu'on en aura besoin quand même pour s'occuper de nos vieux, de plus en plus. Quand même. Bon, par exemple, voilà, si on répond en termes de formation professionnelle utile, mais c'est pas la logique en fait. Si vous avez, regardez sur Toulouse, si vous avez, ou sur la région, une mono-industrie qui se développe, bah faut quand même pousser sur tout ce qui est campus des métiers de l'aéronautique. Bon, ça permet de brasser assez large, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. L'école, il faut vraiment la sortir de cette logique-là. Elle ne peut pas être, évidemment, complètement suspendue en l'air, mais elle a déjà, dans ses propositions de formation, d'options, quand même, des disciplines qui lui permettent de répondre en fait en réalité à tout ça. Voilà. C'est pas à l'école de s'adapter à l'entreprise, c'est le contraire. Bon, dans les années peut-être 60, il y avait l'histoire du plein emploi, comme on disait, on prenait un jeune, on le formait. Je dis pas que c'était idéal, c'est pas ça que je veux dire, mais la logique n'était pas forcément complètement libérale et de dire il n'est pas formé, on va lui coller un contrat précaire, hein, bon, on va commencer par un CDD, puis par un deuxième, parce que c'est la logique aujourd'hui. Hein, bon, ça aussi c'est idéologique, hein, c'est pas qu'un problème de soi-disant on ne peut pas employer des jeunes, c'est pas vrai. Seulement on ne veut pas perdre d'argent. Or quand on forme un jeune, au fond au final on en gagne. Bon, si on le forme, si il est bien payé, si il a une formation de qualité, c'est positif, mais on ne raisonne plus comme ça. Hein. De toute façon le capitalisme c'est le profit à court terme, hein, donc la logique. Et si ça broie des humains, et si ça utilise des milliers de précaires ou des millions de précaires, c'est pas grave, voilà, c'est la logique. Ça, c'est la première logique. Alors, chez les profs, bon, on commence quand même à avoir pas mal de mobilisations, de réunions. C'est souvent évidemment les syndicalistes hein, qui alertent, qui organisent des réunions entre enseignants, mais aussi en direction des parents d'élèves. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur le 31. On va essayer même d'élargir la logique qui se construit autour de quelques établissements. Majorité d'établissements toulousains quand même, ce qui est plutôt bien pour pouvoir informer le plus largement possible. Il y a des réunions qui sont faites, y compris en direction des collèges. Parce que c'est un peu le trou noir quand même. Hein. Parce que si les professeurs de collège ne s'intéressent pas en amont à ce qui se prépare au lycée, ils vont rentrer dans le jeu de la réforme. Ce qu'ils vont faire, ils vont orienter un troisième comme on leur demande de le faire. En disant, choisis déjà ta spécialité, tes spécialités pour faire ci ou pour faire ça. Tu as des réfléchis, enfin, ça peut aller très très loin. Hein. Bon, c'est d'une part anxiogène pour les jeunes, mais ça l'est dès la troisième. Donc on essaie effectivement d'organiser, il faut organiser une vraie riposte.
Et je pense qu'il faut, y compris maintenant, mais ça c'est les tâches aussi des directions des organisations syndicales, je ne vais pas les critiquer là, mais je pense qu'il faut quand même passer un peu à l'offensive. Nous en tout cas, pour vous donner un exemple, sur le 31, on a mis en place une assemblée générale des lycées. Voilà. On va dans ces assemblées générales représenter notre établissement. On en a eu une mercredi. Il y avait beaucoup de lycées représentés, hein, de Toulouse et agglomération toulousaine. Il en manquait 4, je crois. Il doit y en avoir, une douzaine, voire plus. Il y avait Gaillac aussi, il y avait le Tarn. On va essayer de voir d'élargir le cercle. Et on essaie, alors le premier but évidemment, c'est d'informer. Donc il y a un réseau qui se met en place, des listes, etc., des tracts, des productions. On essaie aussi de voir comment on peut se montrer. Donc on va participer à la manifestation du 1er décembre. On va faire un pôle à la manif à tous, pôle lycée contre Blanquer, enfin contre la réforme Blanquer, les réformes Blanquer. On se dit aussi qu'on va proposer peut-être un rassemblement académique. Donc là, ça concerne tout le monde. Le 19 décembre, c'est dans les tuyaux, le mercredi 19 après-midi, parce qu'il y a une réunion nationale ministérielle sur la réforme et un conseil supérieur de l'éducation. On se dit que c'est peut-être l'occasion, puisque les organisations syndicales nationales, certaines en tout cas, veulent mobiliser à ce moment-là, de faire quelque chose sur Toulouse d'un point de vue académique pour pouvoir inciter les gens à venir, qu'on ait le plus de monde possible. Il faut mobiliser, mais il faut expliquer, mobiliser, il faut travailler avec la FCPE qui a commencé à faire des communiqués contre la réforme, notamment dans le 31. Il faut travailler avec les élèves. Voilà. Alors la difficulté chez les élèves, c'est qu'il n'y a pas d'organisation pérenne en fait. Les jeunes, ils rentrent dans le lycée, ils passent le bac, ils s'en vont. Ils peuvent faire quelques émules, mais c'est compliqué. Mais bon, l'organisation lycéenne appellerait à des blocages de main. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a une prise de conscience. Là, on a raté le coche, c'est Parcoursup. Voilà. Parcoursup, moi, ça m'a mis, mais ce que tu disais tout à l'heure, moi, ça a été la réforme des bacs pro 3 ans. J'ai eu un coup de bambou. Je me suis dit, on est en train de tout nous péter, contrôle continu, etc. Il n'y avait pas un appauvrissement des programmes, par ailleurs. Ce n'était pas le cas. Mais il y avait une mise en place d'un bac pro 3 ans, alors qu'il était en 4 ans avant, pour sélectionner et handicaper les plus en difficulté. Ça, c'est insupportable. Quand vous êtes un prof convaincu que l'émancipation, elle est pour tous, qu'il faut aider les élèves, tous les élèves, que tous sont capables en réalité. Tous sont capables. Il n'y a pas des gens qui naissent plus intelligents que d'autres. C'est pas vrai. C'est la société, c'est les inégalités qui forgent les inégalités qu'on retrouve à l'école. Donc moi, j'ai pris un coup de bambou à l'époque. Je pensais partir et tout. Je me disais, je ne vais pas continuer. Ils sont en train de tout péter, etc. Bon, c'est battu. On a continué. Et là, moi, j'ai pris un deuxième coup de bambou avec Parcoursup, mais pas simplement par Parcoursup lui-même, mais c'est qu'il n'y avait aucune mobilisation. On était quelques profs quand même à se dire, mais merde alors, ils sont en train de nous foutre un truc qui empêche de rentrer à l'université et personne ne dit rien. C'est incroyable. En 86, on était des centaines de milliers dans la rue et là, il n'y a personne. Ni les enseignants, ni les élèves, ni les parents d'élèves. Ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant se bouger, se mobiliser. Bien sûr, mais c'est toujours pareil, les bilans sont jamais très très clairs. Quand ils sont pas bons, on vous les donne pas. Voilà, bon, c'est pas compliqué. En réalité, on sait que ce sont des centaines de milliers d'élèves qui n'ont pas eu leur orientation, soit qui n'ont rien eu, soit qui sont partis dans le privé, soit qu'ils ont accepté, ou même parfois anticipé. C'est ça qui est terrible. Et fait des stratégies en se disant, bon, ça, vu Parcoursup, je l'aurai pas, donc je vais faire autre chose. Donc on va en plus faire non, je rigole, mais en fait quelque part c'est terrible, c'est frustrant quand même de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire ou qui est plus secondaire, parce que le premier choix, on se dit avec le système qui est mis en place, je ne l'aurai pas. Enfin, et puis sans compter ceux qui ont eu des réponses, certes positives, mais le 21 septembre. Pensez, quand on a de l'argent, qu'on peut se déplacer de Paris à Lille, je ne sais pas, parce qu'on a une section, on est pris à Pétaouchnok et qu'il faut se déplacer, déménager, trouver un logement, enfin c'est terrible. Là aussi, ça sélectionne par la classe sociale. Donc voilà, et là j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Il y a une petite étincelle là, voilà, il va falloir foutre le feu, je le dis carrément, parce que si on ne s'arrête pas de travailler, si on ne descend pas dans la rue, avec les parents, avec les élèves, pour dire on ne veut plus de cette école-là, on ne veut plus de ces réformes-là, c'est les mêmes depuis des années en fait ces réformes. Elle casse au fur et à mesure l'idée d'école publique, laïque, pour tous et toutes, même si ce n'était pas complètement ça. Je ne vous dis pas que c'était parfait,
Mais on retire un certain nombre d'acquis petit à petit jusqu'à rogner, on arrive à l'os là, et puis on supprime des postes, on n'encadre pas comme il faudrait, on recrute plus. C'est pas simplement qu'on supprime des postes, c'est qu'en plus le métier d'enseignant est tellement dévalorisé, il a été dévalorisé par les politiques qui ont été menées et par les discours des politiques dans la société. Ça a commencé avec Allègre, bon, qui fait que personne ne veut passer les concours, et quand je dis qu'on ne revalorise pas, j'ai pas honte de dire que les salaires sont quand même ridicules par rapport, si on compare à d'autres pays de l'OCDE, on est plutôt en queue de peloton, et donc les gens ils passent pas les concours. Vous ne pouvez pas avoir un bac plus 5 et commencer à 1400 balles par mois. Moi j'ai des jeunes collègues qui ont commencé dans le 9-3 et qui ne pouvaient pas se loger parce que c'était trop cher. Vous êtes professeur, vous êtes sorti de la vie entre guillemets d'étudiant et vous ne pouvez pas vous loger. Vous avez un concours, vous ne pouvez pas vous loger parce que vous êtes dans des villes où les logements sont trop chers. Et vous faites de la coloc comme les jeunes qui sont étudiants. Ouais, on en est là quand même. Hein. Donc on n'a plus personne qui passe les concours non plus. Hein. C'est un vrai débat aussi qu'il faut mener. Si on veut une école émancipatrice, il faut des professionnels qui se sentent bien au sein de l'école, hein, qui se sentent respectés, qui ont des salaires décents pour vivre. Bon, et ça, c'est de moins en moins le cas. Les profs, comme les autres, ont perdu du pouvoir d'achat. Ils ont des salaires qui sont assez dérisoires, puisque on est passé quand même de l'exigence de la licence au master, du bac plus 3 au bac plus 5. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, du coup, on se retrouve avec des concours qui ne recrutent même plus. Hein, on a parfois pas assez de candidats pour pouvoir recruter dans une discipline. On en est là quand même. Hein, c'est assez terrible. Alors, on a le phénomène aussi, et je finirai là-dessus, c'est de plus en plus, on recrute des contractuels. Mais c'est pas nos contrats, je dis nos contractuels, tu comprendras pourquoi, les contractuels qu'on pouvait avoir avant, qui se battaient avec nous, hein, contre la précarité, pour une autre école, qui avaient fait des parcours, qui avaient suivi des parcours pour justement être prof, s'engager dans l'école. Là, on a des collègues qui arrivent, qui sont beaucoup plus âgés que les contractuels qu'on pouvait avoir, qui sortent en fait un peu abîmés par la vie dans d'autres boulots. Ils ont été licenciés, souvent c'est le cas, hein, c'est ce qui arrive. Ils arrivent non pas recrutés, ils ne discutent pas, ils sont pas convoqués au rectorat, hein. Ils sont recrutés en 20 minutes par Pôle emploi. Et vous les retrouvez en cours. Et puis je peux vous dire, malheureusement, c'est terrible, hein, du jour au lendemain. Ça fait des dégâts qui sont colossaux. Voilà. Des dégâts colossaux chez ces personnels-là et chez les élèves. Voilà. Alors, il y en a plein, donc on multiplie les contrats. Alors, en lycée pro, je ne vous en parle même pas. Les gens passent et repassent, et puis repartent, etc., sans compter les problèmes toujours récurrents de paiement des salaires. Bon, et là, nous, par exemple, dans mon établissement, on a une stagiaire, hein, elle avait un concours. Hein. Là, elle était sur l'année de titularisation. Elle vient de démissionner, parce qu'elle ne tient pas, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile. Elle vient de démissionner. Et ça se multiplie, ce qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ou 15 ans. Hein. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup.